C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Humain 360. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Aujourd'hui, on va avoir un épisode avec Marie-Emmanuelle Marchand, une orthophoniste audiologique, une passion qu'on a les deux, qui est la respiration et l'influence que ça a sur la santé. Mais avant d'aller dans cette belle conversation-là, je veux vous rappeler qu'on est dans Humain 360. On organise le congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu le 31 janvier, 1er février. C'est 20 conférenciers, une vingtaine de panélistes, une cinquantaine d'exposants, dont Marie-Emmanuelle va faire partie comme conférencière experte. Donc, c'est le moment de vous inscrire pour profiter des tarifs préférentiels. Donc, si vous voulez venir faire partie de l'avenir de la santé au Québec, eh bien, on vous invite à participer à cet événement unique. Sans plus tarder maintenant, passons à notre conversation. Donc, premièrement, Marie-Emmanuelle, merci d'être là. Merci de prendre le temps pour de discuter avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Je saisis l'opportunité de faire avancer ce message-là parce que je le trouve important. Ouais. Puis, bon, on va aller voir un petit peu là, ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui t'a apporté justement à être une orthophoniste audiologiste? Puis pourquoi tu t'es spécialisé dans certains aspects, hein? Moi, c'est drôle parce que j'ai une amie qui, justement, est orthophoniste, puis elle m'a dit, ben là, tu devrais vraiment parler à Marie-Emmanuelle parce que c'est vraiment comme la spécialiste. Fait que je trouve ça super le fun parce que même dans mon réseau, d'amis, je sais que tu es une personne de référence. Mais quel a été le moment là, dans ton parcours scolaire où tu t'es dit, comme, ben moi, c'est peut-être par là que j'aimerais ça aller? OK. Ben déjà, je vais juste faire une petite correction. Je ne suis pas audiologiste, donc je suis simplement orthophoniste. La confusion vient peut-être de mon titre de l'Ordre des orthophonistes. Donc, c'est l'Ordre des orthophonistes et audiologistes, parce que ça regroupe les deux professions, mais je ne suis qu'orthophoniste. Merci pour le petit ajustement. Donc, orthophoniste, parfait. Puis, ben, en fait, je connaissais pas ça, l'orthophonie. Tu sais, quand on devait choisir une direction de carrière, choisir là où on allait faire nos études, je savais pas que ça existait. Fait que j'ai pas pu choisir ça. Si je l'avais su, je l'aurais fait. Mais je me destinais à devenir psychologue. OK. Fait que, sachant que je voulais être psy, j'ai fait mon cégep en ressources humaines. Je suis allée le faire en anglais, juste parce que j'avais besoin de m'éloigner et de me mettre un défi supplémentaire. Donc, je suis allée faire mon cégep en anglais, en sciences humaines dans l'optique de... J'ai réussi avec mention, là, j'étais plutôt bonne à l'école. Puis, je suis allée faire un bac en psychologie, puis là, c'est super contingenté. Fait que là, moi, j'ai étudié pour être admise au doctorat, en fait. Puis, finalement, ça a bifurqué. C'est drôle, là, ça a bifurqué. À ma 3e année de bac en psychologie, je travaillais déjà en ressources humaines pour une firme dans la région, puis je me débrouillais bien. Puis j'ai comme eu l'opportunité de travailler pour eux à temps plein, ce que j'ai choisi de faire, tout en me disant, ben, je finirai mon parcours universitaire plus tard. Mais de fil en aiguille, j'ai comme développé une carrière en ressources humaines, fait que je me suis ramassée à Boucherville, dans une firme d'ingénierie conseil, où j'ai mis sur pied un département de ressources humaines parce que ça n'existait pas, tu sais. Wow. Fait que je me suis comme ramassée là-dedans, mais malheureuse comme les pierres. J'étais vraiment là, j'étais pas bien, c'est pas ça que je souhaitais faire. Fait que j'ai voulu tranquillement, pas vite, faire un retour vers la psychologie, et je suis allée travailler en intervention. Fait que là, j'ai travaillé comme intervenante auprès d'ex-détenus. OK. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai presque perdu ma santé. Là, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps de retourner à l'université. Je savais que mon parcours universitaire n'était pas fini. Tu sais, je l'ai toujours su. C'était comme une pause. Fait que je suis allée voir une conseillère en orientation. Puis là, j'ai dit, là, aide-moi parce que j'ai aucune idée. Là. Puis, c'est elle qui m'a parlé d'orthophonie. Puis même le mot résonnait dans mes oreilles comme du miel, là, tu sais, là. OK. C'était comme, oh oui, tellement. C'est quoi donc? C'est comme si je l'avais reconnu en dedans de moi que c'était ça. Puis là, elle m'a dit, fais-toi pas trop d'espoir parce que c'est super contingenté, tu sais.
Mais j'ai vraiment mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai quitté mon emploi, j'ai fait les cours préalables pendant comme presque un an. Puis je me suis lancée all-in comme au poker. Puis j'ai été admise tout de suite à l'université que j'avais choisie. Donc moi, je suis diplômée de l'Université Laval et j'en suis fort fière. Fait que j'ai fait ma maîtrise là-bas, puis tu sais, c'est juste la confirmation durant mes études de « Ah, puis oui, vraiment, j'ai tous les outils pour faire ça. » J'ai toujours été bonne, mettons, en français, mais pas de là à vouloir devenir prof, tu sais. J'ai toujours été créative. Tu sais, moi, je suis une artiste. Moi, je dessine, je peins, je tricote, je couds. Mais tu sais, sans trouver que ça avait sa place dans mon emploi, tu sais. Ouais. Je sais pas, on dirait que tout ce que je suis a fait du sens, même mon expérience en ressources humaines, parce que là, moi, je suis partie de l'école après ma maîtrise, puis j'ai ouvert mon bureau privé, puis tu sais, ce background-là m'a servi. Même mes années en intervention, ça m'a servi parce que c'est beaucoup de counseling quand même d'être orthophoniste, parce que c'est en relation d'aide. Fait que je sais que je suis sur mon X. J'adore ça parce que t'as essayé des choses. Puis, comme tu viens de le dire, je me dis, crime, je n'étais pas à la bonne place, mais c'était pas un échec. C'était une façon d'apprendre, puis ça t'a été utile d'une façon ou d'une autre dans ton parcours pour finalement te découvrir l'orthophonie, puis là, ça l'a clenché, puis tu as eu la passion aussi, de dire, puis la discipline, de faire comme, OK, ben, c'est pas facile là, de dire, OK, je vais quitter l'école, puis d'y revenir. C'est pas tout le monde qui réussit à le faire parce que t'es sur le marché du travail, tu gagnes de l'argent, puis là, tu dis, petit train, là, tu te mets avancé. Donc, de revenir, mais ce que j'aime, c'est que tu t'es écouté dans l'aspect de comme, hey, je veux avoir quelque chose qui me drive, puis clairement, les ressources humaines, ça le faisait pas. Puis les interventions au niveau des prisonniers ou des ex-détenus, ça non plus, ça le faisait pas. Fait que tu as été chercher des solutions. Puis je trouve ça super inspirant, en fait, parce que il y a plein de monde qui sont comme ça, qui cherchent, puis tu sais, disent, ah, ben là, je suis là-dedans, puis je suis pris là-dedans, mais ça fait 2-3 ans, fait que tu sais, je me vois pas changer. C'est peut-être moins le cas chez les plus jeunes maintenant, où ils changent plus de travail, mais de persévérer vers, crime, moi, je veux faire quelque chose que j'aime, puis tu y es arrivé, puis je pense que c'est vraiment payant parce que en ce moment, comme orthophoniste, tu as l'air de t'épanouir vraiment beaucoup. J'aimerais ça que tu nous dises un petit peu, bon, c'est quoi une orthophoniste? Parce que pour certains, on va dire comme ortho, on parle de quoi? On parle de quoi ici, l'orthophoniste? Fait que pour certains gens, juste le terme orthophoniste, c'est encore très, très flou. Donc, peux-tu nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est? Et après ça, on va aller voir, toi, ta pratique, comment tu l'as fait là-dedans, comment tu t'es spécialisé aussi dans certains domaines. OK. Fait que là, une image que je donne souvent pour conceptualiser la chose, c'est qu'un orthophoniste, c'est comme un Y. Tu sais, il y a la branche à gauche puis il y a la branche à droite, là. Mais la branche à gauche, c'est comme ce que les gens s'imaginent d'un orthophoniste. C'est aider un petit pou de 3 ans à développer son langage parce qu'il parle pas comme les autres à la garderie. C'est d'aider un ado de 16 ans parce qu'il bégait beaucoup puis ça le gêne. Ça, c'est comme une branche de l'orthophonie, c'est poser une conclusion orthophonique de troubles d'apprentissage, par exemple un trouble spécifique à la lecture et à l'écriture, qu'on appelait autrement anciennement dyslexie, dysorthographie, ou un trouble développemental du langage. C'est un enfant qui rush à l'école parce que son cerveau rush plus qu'un autre pour apprendre le langage spécifiquement. Fait que là, ça, c'est un bout que les gens se conceptualisent plutôt bien au niveau de l'orthophonie. Ouais. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Ça, les gens, ils ont de la misère avec ce bout-là. Fait que moi, je suis dans l'autre branche du Y. Il y a une branche plus méconnue de l'orthophonie qui est beaucoup plus médicale. Donc, dans tous les hôpitaux au Québec, il y a des orthophonistes qui travaillent soit en première ligne avec une personne qui, je sais pas moi, la porte du garage est tombée, ça m'est déjà arrivé, c'est un client, la porte du garage est comme tombée sur la tête, puis là, il y a une aphasie, tu sais, il y a de la misère à s'exprimer suite à ça. Okay. Donc, il y a ça dans les hôpitaux, mais aussi pour ceux qui font des pneumonies à répétition, parce que quand ils avalent, les liquides, ils prennent le chemin des bronches au lieu de prendre le chemin du système digestif. Fait que ça, c'est la branche d'orthophonie qui est méconnue, mais qui existe quand même. Puis quand on sort de la maîtrise, on est compétent pour faire tout le Y. OK. Puis après ça, finalement, les gens choisissent de quel côté ils pratiquent. Ben, c'est ça, dépendamment soit de ton intérêt personnel ou des opportunités professionnelles, tu finis par prendre une direction. Puis
On pourrait même rediviser ce Y-là parce que souvent, on va être divisé quand on est orthophoniste sur... Il y en a qui sont pédiatriques puis d'autres qui font des adultes, mais rarement les deux. Okay. Puis moi, c'est une dichotomie que j'ai jamais voulu faire ou m'imposer parce que je trouvais ça intéressant de sortir de l'école et d'être compétente pour toutes les clientèles. C'est juste que c'est difficile à maintenir parce qu'on doit se tenir à jour sur tous les outils d'évaluation et les études scientifiques qui sortent, puis il faut suivre des formations dans tout ce qu'on choisit de desservir comme clientèle. Mais depuis le début, moi, je vois enfants et adultes. Okay. Puis ça, je l'ai gardé. Mais là, en développant une expertise plutôt rare, ce qui m'arrive, c'est que les gens me cherchent pour cette expertise-là. Fait que je me retrouve à faire souvent la même chose. Fait que ça m'arrive plus rarement maintenant de poser une conclusion de trouble d'apprentissage, bien que j'ai encore la compétence pour le faire, simplement parce que les gens qui me cherchent puis qui me trouvent, c'est pas ça qu'ils veulent de moi. Tu sais. OK. Puis là, en ce moment, est-ce que tu es dans le milieu public ou tu es dans le milieu privé? J'ai toujours été dans le milieu privé. Okay. Tu sais, comme on disait tantôt, j'ai travaillé pendant 7 ans entre mon bac puis ma maîtrise, entre mon bac en psychologie puis ma maîtrise en orthophonie. Fait que j'étais comme déjà plus vieille, j'avais déjà une hypothèque, j'avais déjà, je sais pas, un bagage, une expérience, puis je savais en sortant de l'école que c'est vers le privé que je souhaitais. Okay. Puis, fait anecdotique, j'ai jamais déménagé, j'ai le même bureau. Tu sais, j'ai un bureau là, qui est pas dans ma maison, là, mais j'ai un bureau, puis je suis au même endroit depuis que je suis diplômée. Ah, quand même. Ben, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a une stabilité, il y a une demande, tu réponds à un besoin, puis ça permet... C'est relativement bien dans cet environnement-là aussi. Tu sais. Ben, oui, puis ça me permet de me concentrer. Tu sais, je me concentre sur développer ma pratique. J'ai jamais eu à m'occuper physiquement de mon environnement plus que ça. Là. On va faire de la gestion immobilière au travers de ça et de tout. C'est, pour une entreprise. D'ailleurs, je l'ai envisagé parce que le building, il vient juste d'être vendu. Puis j'ai envisagé l'acheter. Puis là, je me suis dit non. Cette énergie-là, t'en as besoin parce que je développe une pratique qui est innovante au Québec. Puis c'est excitant, mais c'est aussi épuisant. Fait que j'ai choisi de ne pas acheter. Okay, good. Fait que si on tombe, ben c'est le fun. Puis félicitations d'avoir réussi à accomplir ça. C'est encore une fois, c'est vraiment le fun. Puis ça part de la passion. Si on commençait justement chez l'enfant. Comme tu as dit, bon, souvent les orthophonistes vont intervenir au niveau des problèmes de langage chez les jeunes. Est-ce que je me trompe en disant que c'est un problème qui est de plus en plus fréquent? Là, on parle de quoi? Problème de langage? Oui, problème de langage chez les jeunes. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est de plus en plus fréquent, par contre, qui tombe directement dans mon champ d'expertise, c'est le recours aux soins orthodontiques, tu sais. OK. C'est rendu normal, on dirait, puis je me sens en guillemets, là, mais c'est rendu normal et attendu que tous les enfants de la rue aient des broches, tu sais. Que mon petit-neveu, puis mon filleul, puis mon 3e enfant ait lui aussi besoin d'un élargisseur du palais. C'est rendu qu'on pense à l'orthodontie comme à une mensualité pour un paiement d'auto, tu sais. Mais ça fait pas partie du développement normal de l'être humain. Et ça, il y en a de plus en plus. Et c'est là-dessus, moi, que j'interviens comme orthophoniste spécialisé en myofonctionnel. OK. Fait que ce que tu vois, c'est que de plus en plus de jeunes ont des broches ou des appareils pour élargir le palais, que ça devient une normalité, mais que ça devrait pas. Exactement. Ça devrait pas. Okay. Là, moi, je travaille à expliquer pourquoi. Ouais. Je travaille à former des orthophonistes pour qu'elles interviennent tôt. Parce que historiquement, puis encore aujourd'hui, trop souvent, on va attendre 8, 9, 10 ans avant d'intervenir au niveau du myofonctionnel. Mais je trouve qu'en prévention, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je vois des petits dans mon bureau là, qui allaitent. Là. Tu sais, je vois des petits poux de 3 semaines, je vois des petits poux de 3 mois, des petits poux de 3 ans, puis je les vois tous pour le même problème. Mais j'interviens différemment, puis à chaque étape du développement, si on connaît bien la séquence développementale, à chaque étape, on peut intervenir pour ralentir la progression, voire dévier la trajectoire. OK. Donc là, ce que j'entends, c'est que si mon enfant, moi j'en ai 2 enfants, 4 ans puis 7 ans, puis je suis chanceux, puis bon, j'avais un petit peu les connaissances aussi au niveau là, de l'importance de la respiration, de la position de la langue et tout ça. Puis moi, tous les soirs, avant que mes enfants s'endorment,
je leur fermais la bouche. Je m'assurais qu'ils bougent, la bouche fermée. Puis merci, maintenant, je le vérifie encore tous les soirs. Puis à chaque fois qu'ils s'endorment, je sais qu'ils ont la bouche fermée. Puis déjà, je suis comme, OK, ça l'aide, mais ça reste que c'est dans la majorité, comme tu dis, hein, c'est une normalité quasiment maintenant. Puis je regarde tous les amis autour, puis je me dis comme, tabarouette, des petites dents, déjà les dents qui s'en vont en triangle, une dent qui passe par-dessus l'autre à un très jeune âge. Donc, ça, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, puis je pense que ça touche aussi les adultes, on va se le dire, là, comme tu dis, je vais intervenir auprès des jeunes parce que l'influence est probablement plus grande, mais elle continue à l'être au niveau des adultes, puis on peut toujours s'entraîner hein, au niveau de tout ce qui est les muscles du visage et de la mâchoire. Fait que c'est quoi les causes principales qui font que les gens ont besoin justement d'appareils dentaires ou de modifier là, tout ce qui est au niveau de la bouche et des voies respiratoires? Si on prend des crânes là, dans un musée, là, des crânes d'enfants, là, je vais dire 5 ans, juste pour dire quelque chose, OK? Bien, ils ont toutes les dents droites. Jusqu'à il y a environ 400 ans. Donc, peu importe l'époque qu'on prend, si elle est plus vieille que 400 ans, dans un musée d'histoire naturelle, on regarde des crânes, ils ont tous une mâchoire qui est plus large, un palais qui est plus large, qui a permis que les dents d'adultes poussent droites, sans chevauchement. Ils ont des fosses nasales plus larges, parce que le plafond de la bouche, c'est le plancher du nez. Fait que si le palais est étroit puis les dents manquent de place, bien, le nez, structurellement, manque de place. Puis c'est la largeur maxillaire qui, entre autres, va guider l'espace oropharyngé, qu'on appelle communément fond de la gorge. Mais plus l'espace maxillaire, donc le palais en haut est étroit, plus le fond de la gorge est étroit, donc plus on ronfle, plus on fait d'apnée. Fait que pourquoi est-ce qu'il y a comme une coupure il y a 400 ans? Les scientifiques pensent que ce serait en raison de l'industrialisation de la nourriture. Donc, il y a 400 ans, il faut penser par exemple au pain. Tu sais, avant, c'était un boulanger qui faisait le pain le dimanche. Fait que si tu le mangeais mercredi soir, l'activité masticatoire était vraiment exigeante. Tu sais? Puis juste dans le procédé de cuisson, avant, il y avait une croûte. Tu sais? Fait que déjà, même frais, le pain, il y avait de la mâche. Maintenant, on mange du pain, j'essaie de ne pas nommer de marque, là, mais on mange un pain tranché en sac. Puis ce qui fait en sorte qu'il est aussi moelleux, c'est qu'il n'est pas tout à fait cuit. Dans son mode de cuisson, on a comme, puis dans le choix des aliments, puis dans le choix de l'emballage, puis tout ça, on a comme perdu l'activité masticatoire. Ouais. Mais la mâchoire, là, qu'on appelle appareil stomatomiatique, ce qui fait que ça grandit, c'est pas les hormones de croissance. Ce qui fait que ça grandit, c'est l'action musculaire. Puis là, on parle des muscles à l'intérieur de la bouche puis autour. Fait que si j'ai pas de mâche, si j'ai pas d'aliments durs à mastiquer, mais il n'y a pas de cellules osseuses qui vont venir se multiplier au point où sont attachés mes muscles, ça reste petit. Ça, c'est pour la mastication. Mais là, plus on mange mou, plus nos mâchoires sont étroites, plus nos fosses nasales sont étroites, fait que plus on respire par la bouche. Mais là, respirer par la bouche, c'est terrible pour le développement du crâne. C'est vrai, c'est terrible. Fait que ça fait des palais étroits parce que la langue, il faut qu'elle soit en position haute pour venir éloigner les plaques palatines. Parce que quand on est en période de croissance, le palais, c'est 2 os. On appelle ça des plaques palatines. C'est 2 os qui sont collés, mais pas soudés. Fait que quand la langue est en haut, parce qu'on respire par le nez et nos dents sont en contact, mais les plaques palatines s'éloignent. Ça crée des diastèmes, donc des craques entre les dents d'enfant. Puis quand arrive la dent d'adulte, qui est le double de la largeur de la dent d'enfant, bien, il y a de la place parce que la dent la craque. Tu sais? Ouais, exactement. Il y a un enfant qui respire par la bouche, soit parce qu'il y a des polluants dans l'air, soit parce qu'il mange mou, soit parce que aussi, en plus de ces facteurs-là, irrité d'une petite mâchoire de grand-père à papa, de papa à lui, etc., sur plusieurs générations. Mais il n'a pas la chance d'aller élargir son palais. Fait que là, ben, il est plus à risque d'avoir des troubles obstructifs du sommeil, entre autres. Ouais, puis tu sais, on sait que... Fait que dans le fond, à la base, comme tu dis, à la base, tous les êtres humains avaient des dents droites. Puis effectivement, puis tu regardes même chez
chez l'homme de 40 ans, les crânes dans le temps, tout le monde a des belles dents droites. Ouais. Il n'y avait pas toutes les hygiènes dentaires qu'on a aujourd'hui, en plus. Ouais. Mais tout le monde... On peut même, si on prend la même époque, comparer des pays qui sont moins industrialisés que le nôtre, ou que le nord-américain, là où on se situe. Puis on voit que la population dans ces pays-là ont des dents beaucoup plus droites, des mâchoires beaucoup plus larges, des fosses nasales beaucoup plus larges, puis une prévalence, donc statistiquement moins souvent, là, une prévalence inférieure à nous là, par rapport aux troubles obstructifs du sommeil. Ils ronflent moins, ces gens-là, parce qu'ils ont des plus grandes mâchoires et donc des voies aériennes supérieures plus grandes. Mais la différence, c'est entre autres dans les choix au niveau alimentaire. Mais il n'y a pas juste ça, il y a plein d'autres facteurs, mais ça en est un gros. Ça en est un gros. Fait que l'importance de mâcher les aliments durs, puis c'est vrai à ce temps, c'est comme tout est mou. Les enfants, on veut pas qu'ils s'étouffent, hein? Fait que on leur donne toutes des affaires mous. Ben là, finalement, je pense régler une problématique parce que je veux pas qu'ils s'étouffent, mais je viens handicaper finalement sa capacité à créer une bonne masse musculaire, une masse osseuse, qui fait qu'il va libérer justement ses voies nasales parce que la mâchoire va prendre la place. Puis j'ai envie de dire, on n'évitera même pas que s'étouffe, là, parce qu'on s'étouffe avec du mou. Hein? Oui. On s'étouffe avec du mou, puis un enfant qui a un trouble myofonctionnel, donc qui fait mal les fonctions de son visage, entre autres, parce qu'il respire par la bouche, la langue est mal positionnée, il va avancer au lieu de reculer sa langue quand il avale, mais a plus de risque de s'étouffer, justement. On pense régler un problème, mais j'ai l'impression qu'on en crée. L'exemple que je donne tout le temps, c'est la pomme. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, là, dans ma collation, c'était une pomme entière. Puis là, après ça, ce qui est devenu la mode, c'est de couper une pomme en quartier. Après, puis il y avait même un truc là, pour les couper en quartier, là, tu sais, quand sur le comptoir, qu'on donnait un coup, puis ça enlevait le trognon, là. Bon. Ouais. Après ça, ils se sont dit, mais mon Dieu, ça n'a pas d'allure, faire manger une pleure aux enfants. Fait que là, la mode, c'était quartier plus enlever la pleure. La puis, chose qui est dure à mastiquer dans toute cette histoire-là. Ça exige quelque chose. Après ça, on s'est dit, pauvres enfants qui ont à mastiquer des pommes, on va leur donner des compotes en boîte, là, tu sais, des petites compotes en truc en plastique avec une cuillère. Puis de nos jours, la nouvelle mode, c'est le sachet où l'enfant aspire sa compote. Et puis imaginez l'activité musculaire qu'on part de la pomme jusqu'à l'aspiration d'un sachet. Puis ça, c'est juste au cours de ma vie à moi, là. Je veux dire, la prochaine étape pour la pomme, c'est intraveineuse, là. On est pas mal rendu là, parce qu'après la boire, là, la façon la plus liquide, c'est comme ça, effectivement. C'est vrai. Ce que aux parents, c'est juste de savoir ça, si vous en avez là, des sachets réutilisables à la maison là, ou jetables, là, mais donnez même pas ça au suivant. Mettez ça au recyclage parce que vous ne rendrez pas service à personne. Là. Il faut que cet enfant-là ou ces enfants-là mastiquent. Puis il faut souvent rééduquer malheureusement la mastication parce que lorsqu'il y a un trouble myofonctionnel, ça fait partie des fonctions qui sont atteintes. OK. Puis comment, est-ce qu'il y a des enfants qui naissent avec des problèmes justement au niveau de la mâchoire qui fait qu'ils ont des difficultés? Ben oui, tellement. Tellement. Un bébé peut naître avec une rétromyalgie mandibulaire, c'est-à-dire que le menton est comme trop reculé. Le bug là-dedans, c'est que l'os de la mâchoire il vient bloquer l'oropharynx. Fait que, ça fait des bébés qui, à la naissance, font de l'apnée obstructive. Ça n'a pas de sens, là. Fait que oui, ça existe absolument, mais il y a des chirurgies, là. Un chirurgien peut très bien venir replacer ça pour que l'enfant puisse s'oxygéner adéquatement et puisse manger adéquatement. OK. Fait que ça, c'est le cas, parce que c'est souvent ça, de dire, ben là, c'est qu'est-ce qui a causé, des fois, effectivement, c'est à la naissance, puis c'est dans ces moments-là que tu disais, OK, regarde, là, il y a une malformation, ben justement, il existe une opération qui peut permettre d'aller avancer ça pour, après ça, repermettre une meilleure mastication, puis éventuellement aller travailler sur tout le reste de la chaîne respiratoire. Tu sais, c'est de l'épigénétique, hein. C'est dans le sens où l'enfant, il est parti, mettons, déjà avec 2 prises, parce que tout le monde fait de l'apnée chez eux, puis tout le monde a eu des broches chez eux, puis tout le monde a un palais étroit, puis un frein lingual restrictif, tu sais. Fait que l'enfant, il part avec 2 prises sur 3, mais si en plus, on lui donne du mou à manger, là, on vient de compléter la prise, tu sais. C'est comme une 3e prise. Fait que, dépendamment de la génétique, on n'héritera pas, puis dépendamment aussi de la descendance, là, tu sais, il y a des facteurs
qui prédisposent ou non à l'apnée obstructive. Mais c'est épigénétique, c'est que le bout sur lequel moi j'ai du contrôle, il est fonctionnel puis éducationnel. Le parent qui donne un sachet de compote à son enfant, il ne sait pas qu'il lui nuit. T'sais, il veut l'aider. Là. Exactement. Effectivement, il n'y a pas un parent qui dit « Ah, je vais donner ça parce que ça va... » C'est dans le manque d'éducation, non-connaissance, puis on s'entend, c'est ce qui est marketé. Hein? Le marketing prend plus de place que l'éducation dans le bien-être, on va se le dire. Fait que c'est vraiment là. Fait que là, maintenant, une fois qu'on comprend ça, l'importance de mastiquer, que si on est avec une prédominance problématique, ben déjà, il faut travailler un petit peu plus fort. Hein? C'est comme dans n'importe quoi. Quand on a une problématique, les bonnes habitudes deviennent encore plus importantes. C'est comme si tout le monde fait du diabète dans ma famille, ben il faut que je fasse un petit peu plus attention qu'une autre qu'il n'y en a pas du tout. Parce que c'est prévenable par rapport, justement, comme tu as dit, l'épigénétique, nos habitudes de vie. Une fois que la respiration est affectée parce que le palais n'est pas assez large, qu'est-ce qui crée, c'est quoi les différentes causes, justement, de ronflement, puis parce que c'est pas tout le temps la même chose, qui crée un ronflement ou un apnée du sommeil? Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi les différents facteurs qui influencent? Ben absolument, mais là, est-ce qu'on parle, parce que si on parle déjà ronflement puis apnée obstructive du sommeil, ça fait partie d'une appellation parapluie qu'on appelle les troubles obstructifs du sommeil. C'est juste que ronfler, c'est moins grave. C'est ça. Fait allons-y comme ça, puis c'est quoi les troubles obstructifs du sommeil. Ouais, là, exactement. Les troubles obstructifs du sommeil n'auront pas le même phénotype, donc la même présentation ou les mêmes causes si on parle de pédiatrique versus adulte. Et je pourrais même ajouter adulte-femme versus adulte-homme. OK. Je pourrais même dire personne âgée versus adulte. Fait que tu veux que je te réponde par rapport aux enfants, puisqu'on est sur la lignée pédiatrique? Oui, commençons pour les enfants, puis je suis quand même curieux, on ira voir après ça peut-être à un autre niveau, mais commençons par les enfants. Ouais. Chez les enfants, en général, il y a une obstruction qui est structurelle. Donc, il y a quelque chose physiquement qui obstrue le passage de l'air ou le flux d'air. Si c'est pas une mâchoire reculée, comme j'ai déjà nommé, ça peut être une hypertrophie des tissus lymphatiques. Le tissu lymphatique, là, c'est comme la ronde de déchets du corps humain. Là. C'est un autre système sanguin qu'on a pour gérer les déchets cellulaires, des cellules qui créent des déchets en fonctionnant. C'est ça qui réagit beaucoup aux virus, entre autres. Fait que ce sont des tissus qui vont enfler lorsqu'ils sont en train de réagir. Mais là, chez un enfant dont le système immunitaire est en développement, il peut y avoir une hypertrophie. Donc, ces cellules-là sont trop grosses pour l'espace de manière prolongée. T'sais, pas juste, j'ai un rhume cette semaine, les amygdales sont grosses. Fait que si les amygdales, qu'on appelle en fait tonsille palatine, mais c'est les bosses qu'on a dans le fond de la gorge, puis un peu plus haut derrière le nez, on les voit pas ceux-là, mais c'est adénoïde, c'est du tissu lymphatique au niveau du nasopharynx, là, donc derrière le nez. Si ça, c'est trop enflé, bien, ça obstrue physiquement le flux d'air, fait que l'enfant, il n'a pas le choix de respirer par la bouche, puis ça peut créer des obstructions. Fait que ça, c'est la cause la plus probable avec la rétrognathie mandibulaire. OK. Un autre que je vois, c'est parce que c'est souvent, là, quand tu fais de l'apnée obstructive du sommeil, là, c'est pas une affaire, c'est plein d'affaires. Moi, je m'amuse à dire qu'un apnéique, c'est une framboise. OK? Je t'explique mon histoire. Ouais, j'écoute. Un apnéique, c'est une framboise, puis quand il vient pour une évaluation, j'essaie d'identifier chacune des bosses, ou en tout cas toutes les bosses que je connais, que je suis capable d'identifier. Okay. Une personne qui fait de l'apnée a souvent une rhinite allergique, donc une inflammation des cordons nasaux qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de respirer par le nez. Fait que ça, c'est une des bosses. Après ça, il y a le menton un petit peu reculé. Ça, c'est une autre des bosses. Puis après ça, comment je dirais bien ça? Il est un peu en surpoids. Donc, ça veut dire qu'il y a du gras qui s'accumule au niveau du larynx qui diminue le trou par lequel on respire, qu'on appelle le lumen pharyngé. Et ça, c'est une autre petite bosse. Ou il peut avoir aussi le frein lingual restrictif. Si le frein en dessous de la langue, il est comme trop serré, il n'est pas capable de sucer sa langue au palais la nuit. Fait que la langue, elle recule dans l'oropharynx, ça crée une obstruction. Et tu sais, ça, c'est plein de petites bosses différentes où il mastique peu, il mange mou.
Fait que les muscles ici qui sont sous le menton, qu'on appelle les muscles suprayoïdiens, sont faibles, ce qui fait que s'étouffe plus, il ronfle plus, mais s'étouffe plus parce que son os stéroïde est descendu. Ouais. Et tu sais, ce sont toutes des petites bosses, puis c'est pas les mêmes chez tout le monde, mais à un moment donné, tu vois des regroupements ou des recoupements. Là. Ouais. Fait que là, ma job à moi, je trouve que c'est d'identifier les bosses de la framboise, puis ensuite de prendre la framboise, puis en faire une canneberge. Ah, toutes les... C'est ça. C'est Et beau, ça. j'élimine tout ce que je peux au niveau de la ventilation, de la respiration, de la mastication. Je réfère chez le chirurgien dentiste, chez l'ORL. Tu sais, je réfère chez le médecin. Pour essayer qu'on aplanisse autant de facteurs qui créent les obstructions que possible. C'est en bout de ligne que l'apnée se réduit beaucoup ou s'élimine. C'est parce qu'on a éliminé tous les facteurs qui la causent. Ouais. Chez l'enfant comme chez l'adulte, c'est d'identifier quelles sont ces bosses-là. OK. Et puis, y a-tu, dans tous ces facteurs-là, chez l'enfant, peu importe la problématique, est-ce qu'il y a un exercice quelconque au niveau de la langue, de la respiration? Y a-t-il des choses que tout le monde peut essayer, ou ne serait-ce qu'à la maison, qui est accessible, une espèce de go-to sans que ça va tout régler, mais au moins ça va aider, peu importe d'où est la problématique? Ben, ce que je pourrais te dire, c'est pas un exercice là, en soi, c'est si comment je dirais bien ça? Il faut apprendre aux enfants à se moucher. Puis, écoute, c'est un exercice en tant que tel, on va se le dire. Là. Ensuite, il faut s'assurer qu'ils se mouchent. Faut qu'il le sache, faut qu'il le fasse. J'aime ça. Ouais. Fait que là, si l'enfant il a le nez bouché, mettons qu'il est allergique à rien, là. Mettons que ses amygdales, ses adénoïdes sont corrects, là. Mais il fait juste pas se moucher parce qu'il n'est pas efficace quand il se mouche, parce qu'il n'y a personne qui a vraiment montré, puis que, anyway, il n'y a pas besoin parce qu'il peut respirer par la bouche. Ben lui, il est sur une trajectoire pour un trouble myofonctionnel, il est sur une trajectoire pour se poser des problèmes crânio-faciaux. Wow. Donc, comme parent, comme parrain, comme grand-maman, comme, tu sais, peu importe ton rôle, là, si tu as des enfants autour de toi, enseigne-leur à se moucher, puis assure-toi après que ça fait partie de sa routine. Fait que, je peux te donner les grandes lignes, là, enseigner à se moucher, là. Dans mon bureau, ce que j'ai souvent, c'est des gens, puis tu sais, je dis enfants, là, mais j'ai des adultes qui savent pas se moucher, là. Hein? Ce que j'ai beaucoup, c'est des gens qui interprètent que se moucher, c'est une histoire de 1 Kleenex. Mais non! Si tu en as assez pour remplir 12 Kleenex, ça va être une histoire de 12 Kleenex. Puis, l'enfant a une très petite capacité pulmonaire. Fait que s'il souffle des 2 narines à la fois, il vient de réduire de moitié la force par laquelle il peut se dégager. En plus, les enfants sont souvent déshydratés, ils boivent pas beaucoup, ils pensent pas à ça. Donc, leurs sécrétions sont super solides, sont plus résistantes. Donc, il y a besoin d'avoir une super technique et idéalement une bonne hydratation pour arriver à dégager ces cornets nasaux adéquatement. Donc, c'est vraiment une narine à la fois, puis on reste du même côté tant qu'on entend un bruit de résistance. Moi, je m'amuse avec les enfants quand je leur enseigne ça, on a bien du fun. On se mouche. Fait que là, on souffle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Là, on change de bord, on souffle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Puis si mon Kleenex est plein, ben je recommence avec un nouveau. Ben oui. Puis je dis aux parents, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'acheter des petits sachets Kleenex là, qui coûtent cher aux gens coutus. Là. Vous pouvez en faire vous-même dans un Ziploc, mais il faut qu'il y en ait dans le porte-gobelet de son siège d'auto. Il faut qu'il y en ait dans la porte, tu sais, en arrière. Il faut qu'il y en ait sur sa table de nuit, mais qu'il y en ait constamment à proximité. Ça veut dire dans son manteau d'hiver. Pour les enfants d'âge scolaire, là, ils sont, pensez-y, là, ils sont en récréation dehors, il fait moins 30, le nez coule. Il ne peut pas demander à la surveillante de l'accompagner à la salle de bain de se moucher, parce qu'elle en a 12 à surveiller, ou 26. Oui, c'est ça, 26. Fait qu'elle va dire, ben non, renifle, ou genre, arrange-toi, on ira tout à l'heure, ou alors, on vient d'y aller, c'est à toi de te moucher, tu sais. Fait qu'il faut s'assurer que l'enfant, il y en a dans son sac d'école, dans sa poche de manteau. Puis juste ça, si tous les enfants du Québec savaient se moucher et avaient accès à des mouchoirs, puis ça faisait partie de leur quotidien, j'ai l'impression que tabarouette, ce serait un pas en avant. Ah, j'aime ça. Puis c'est tellement une action
qui est concrète, qui est simple, qui est accessible à tous et toutes. Nous autres, on s'amuse beaucoup avec mes enfants quand ils commençaient à se moucher pour qu'ils se motivent à souffler. On se mettait en avant les autres et on disait « Fais-moi tomber ». Ah Là, ouais. ils trouvaient ça bien drôle. On se mettait en avant, puis là, on tombait, c'est drôle. Là, ils voulaient recommencer. Tu fais comme tu l'as dit, il faut faire une espèce de jeu avec ça, parce qu'à la base, Oui. effectivement, c'est pas nécessairement quelque chose de super le fun, se moucher, mais mon Dieu, que ça fait du bien quand on le fait bien. Fait apprendre à se moucher, finalement, c'est de prévenir probablement, peu importe notre problématique de base, ça peut en créer. Fait, ben, merci beaucoup pour ce petit truc. Puis j'ai la question, parce qu'on l'entend souvent, puis je suis jamais, on dirait, convaincu que l'utilisation quotidienne, pour ne pas dire 2 fois par jour, du sinus rinse. Ouais. Question épineuse et délicate. Écoute, j'ai le goût de te dire un petit peu mon point de vue. Ouais, vas-y. Tu pourras dire, tu sais, moi, je me dis, bon, écoute, quand tu en as besoin, puis c'est jammé, puis c'est sec, let's go. Tu sais, profites-en, tu sens que tu commences à avoir une grippe, essaie de faire sortir le tout, mais tu devrais, je me dis, tu sais, comme le nez a son microbiote en plus, puis il y a plein de belles choses à l'intérieur du nez, que si tu vas tout le temps échouter une solution saline là-dedans, tu viens un peu détruire cet environnement-là. C'est comme de se mettre du rince-bouche à toujours dans la bouche. On sait à quel point c'est négatif sur le microbiote, tu sais, buccal. Fait que les effets à long terme, finalement, ne sont pas vraiment gagnants. Fait que je me dis, crime, si tu te shootes ça tout le temps dans le nez non plus, c'est sûr que tu vas affecter ton microbiote nasal. Puis comme n'importe quel microbiote du corps, ben, on veut le garder en santé. Puis finalement, je deviens-tu un petit peu plus lâche aussi parce que je dépends de mon fameux sinus rinse pour avoir des voies libres. Je me dis, ça ne devrait pas être, je me dis, comme on n'est pas un outil. Quand c'est bien utilisé au bon moment, je pense que c'est bénéfique, mais je ne pense pas que ça devrait être une solution quotidienne sur le long terme. Bon, écoute, j'adore tout ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup l'image avec le rince-bouche. Pas l'image, mais la comparaison. D'ailleurs, une étude récente a démontré qu'on a des bactéries qui font partie du microbiote, là, mais des bactéries dans le nez qu'on n'a nulle part ailleurs. Fait que le microbiote du nez est spécifique au nez. Puis oui, ceux qui font des sinusites à répétition, par exemple, vont pas avoir un bon microbiote du nez. Hein? Fait que j'entends, puis il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Là où moi, je rajouterais une couleur, c'est le sinus rinse, c'est pas uniquement pour dégager les sécrétions nasales, c'est aussi pour venir vidanger les allergènes qui collent sur les muqueuses des cornets nasaux. Puis ça peut être nécessaire lorsqu'on est dans une période où, comme moi, là, quand j'essaie d'apprendre aux gens à respirer par le nez, s'il y a une inflammation au niveau des cornets nasaux qui est chronique, ça peut être un des moyens qu'on a de venir cleaner ça pour que le cycle d'inflammation arrête, pour que la personne puisse développer une ventilation nasale confortable. Fait que je le vois comme un antibiotique qui est nécessaire. Tu sais, si j'ai une bactérie dans mon corps, ben, je vais vouloir aller chercher un antibiotique pour diminuer l'inflammation de cette bactérie-là, pour après ça être capable de reprendre une saine alimentation qui peut aider au niveau. C'est sûr que dans une santé optimale, dans une fonction optimale, on n'a pas besoin de cossins. T'sais. On n'a pas besoin d'un truc pour taper telle affaire, puis un autre pour protéger. T'sais, on n'a pas besoin, en théorie, là, quand tout va bien, de trucs pour supplémenter. Ouais. Mais dans mes clients qui ventilent par la bouche, j'ai vraiment tendance à proposer des douches nasales. Maintenant, le sinus rinse, c'est pas la seule option. Puis il y a plein d'adaptations qu'on peut faire pour réduire le risque que l'eau se retrouve dans l'oreille moyenne. Une très simple que je peux te donner direct là, c'est d'enlever la paille blanche. Tu sais, il y a le bec noir, la paille blanche puis la bouteille transparente. Ouais. Mais si on enlève la paille blanche puis qu'on remet le bouchon noir, ben le flux de l'eau est moins rapide, moins fort, donc il y a moins de chances de se retrouver dans l'oreille moyenne. Fait que, tu sais, juste cette petite adaptation-là, si l'enfant a tendance à faire des otites, ça pourrait être une idée, mais tu sais, encore là, je veux pas trop sortir de mon champ de compétences. Moi, je suis orthophoniste, puis là, c'est délicat. Là. C'est plus les ORL là, qui vont dire quoi faire avec le sinus rinse ou les médecins. Okay. Mais quand même, j'aime effectivement, je pense que c'est ça, c'est un outil qui peut être utile dans certains cas.
Mais je suis content d'avoir eu ton point de vue là-dessus. Puis tu viens de parler d'un sujet, bon, on sait, il y a des broches, entre autres, pour au niveau de la mâchoire, je connais pas tous les termes, ceux qui vont au palais pour élargir le palais. Ça, c'est des outils, bon, souvent qui sont chez les jeunes pour aider à replacer, des outils qui sont là pour aider à replacer la mâchoire. Il y a des outils aussi qui, bon, justement, tu as parlé les fameux mouthpieces. C'est quoi ces outils-là qui existent principalement au niveau du sommeil pour aider justement à libérer les voies pendant le sommeil? C'est quoi les outils qui existent? Puis ce qui fait du sens, ce qui fait pas de sens? As-tu un petit peu des guidelines à ce niveau-là? Ben, déjà, on peut parler de la tendance au mouth taping. Ouais. Donc, se mettre un sparadrap d'origine médicale, idéalement, sur les lèvres avant d'aller faire dodo pour s'assurer de ventiler par le nez. J'avais été interviewée par la presse là, à ce sujet-là. Là. Tu sais, c'est vrai là, que par principe, ventiler par le nez la nuit donne un sommeil plus réparateur. Je suis d'accord avec ça, c'est scientifiquement prouvé et reprouvé. Par contre, lorsque la ventilation de la personne elle est buccale, en général, il y a une raison. C'est pas de la lâcheté, c'est pas une mauvaise habitude. En général, il y a une raison. Du genre, je suis allergique aux acariens, dès que je me couche dans mon lit, mes cornets nasaux s'inflamment, j'ai plus d'espace, donc j'ouvre la bouche. Ça veut dire qu'en général, juste de taper la bouche, ce sera pas une solution parce que tu y arriveras pas. Mais pour une faible proportion des gens, j'ai l'impression, s'ils n'ont pas de rhinite allergique, s'ils n'ont pas de rétrognathisme mandibulaire, s'ils n'ont pas d'ankyloglossie, qui est le frein lingual restrictif, s'ils n'ont pas d'autres problèmes, oui, taper la bouche la nuit, je peux comprendre. Mais en général, il y a une raison, puis il faut s'attarder à cette raison-là si on veut que l'habitude normale et adéquate s'installe de manière confortable, puis pour la vie, durable. J'aime ça. C'est que tu sais dire, c'est comme, OK, oui, regarde, c'est vraiment le cas c'est un plaster. C'est un plaster que tu mets sur la bouche, mais ça ne règle pas la cause. Dans la majorité des cas, il y a une cause en l'air de ça, puis ça ne va pas nécessairement la régler. Fait que ça ne sera pas nécessairement fonctionnel sur le. Ça ne marchera pas, les gens n'y arriveront pas. Puis, il existe des mentonnières qui font la même job, c'est une espèce de bandeau qui passe en dessous du menton pour garder la bouche fermée. Moi, ce que je dis, c'est si tu as besoin d'une mentonnière, va voir un orthophoniste en myofonctionnel. Pourquoi tu as la bouche ouverte? Tu sais, il y a une raison, puis en général, ça doit affecter les fonctions, comme je disais tout à l'heure, de déglutition puis de mastication. Fait que, il y a plein de choses à corriger, d'autres que ma bouche est ouverte la nuit. Tu sais, c'est une bosse de framboise, là. Mais quand t'es pas au courant qu'il y en a 12 autour que tu pourrais corriger puis ça améliorerait ta santé, tu vas pas là. Okay. Fait qu'il y a ça, il y a la mentonnière, il y a le tape, il y a la fameuse prothèse d'avancée mandibulaire. Ouais. Qui est une espèce de gouttière qu'on met, il y a monobloc puis bibloc, il y a différents modèles, puis ça avance la mâchoire du bas. Tu sais, tantôt, je disais, si on a le menton reculé, qu'on appelle la rétrognathisme mandibulaire, si on a ça de reculer, ben ça bloque l'espace par lequel on respire en arrière. Fait que l'idée d'aller mettre une prothèse qui tire la mâchoire vers l'avant vient libérer l'espace. C'est très étudié. C'est, je pense au Québec, la deuxième chose la plus prescrite après le CPAP. Par contre, il y a des contre-indications, puis il y a des effets négatifs à moyen long terme parce qu'on vient forcer une articulation qui est très fragile, c'est-à-dire l'articulation temporomandibulaire. Mm-hmm. On vient forcer cette articulation-là dans une position qui n'est pas naturelle, puis il y a des conséquences à ça. Mais ce sont des orthodontistes, des dentistes spécialisés en sommeil qui vont prescrire ça. Fait que je veux m'assurer de rester dans mon champ de compétences. Oui, absolument. Okay. Fait qu'il y a des outils, mais ce que tu dis, bottom line, c'est s'assurer de connaître vraiment la cause parce que un outil est bon si c'est la bonne cause. Mais, et encore, tu sais, moi, je me dis, si tu es rendu là parce que tu fais pas bien les fonctions de ton visage, parce que mal faire les fonctions de ventilation, respiration, mastication, déglutition, parole, fait en sorte qu'on ne développe pas une symétrie au niveau des muscles du visage, donc droite-gauche, puis qu'on ne développe pas une synergie au niveau des muscles, oui, du visage, puis de la mastication, mais aussi de la respiration. Fait que si on n'a pas comme ça d'optimal parce qu'on fait mal les fonctions, puis ça crée des problèmes, c'est correct de s'adresser aux problèmes, mais on peut s'occuper de la cause. Peux-tu répéter les fonctions? Bien sûr.
Ben, il en existe 6, mais j'en nomme toujours 5. 6 parce que si on inclut les bébés, il y a aussi la succion. OK. Fait que là, je parle des fonctions orofaciales. Là. Ouais. Autres que exprimer une émotion. Bon, les fonctions qui touchent le travail d'un thérapeute myofonctionnel. Il y a ventilation. Ventilation, ça, c'est par quel trou l'air rentre. Il y a respiration. Ça, c'est comment mon corps gère l'air une fois qu'il est rentré. Après ça, on a mastication, déglutition, qui est le fait d'avaler, parole, tu sais, ceux qui vont prononcer en tapant dans leurs dents ou qu'il y a un petit bruit dérangeant sur certains sons, donc la parole, puis la succion pour les bébés. Fait que ces fonctions-là peuvent toutes être atteintes lorsqu'on a un trouble myofonctionnel orofacial et en général sont toutes atteintes lorsqu'on a un trouble obstructif du sommeil. Moi, un apnéique qui mastique 5 étoiles, j'ai encore jamais vu ça. Ah, mais, OK. Je dis pas que ça n'existe pas, mais non. Si on est rendu à faire de l'apnée, il y a de très fortes chances qu'on ait un trouble myofonctionnel orofacial. Ça, il y a une comorbidité qui a été déjà relevée par la science. Puis c'est ce que je vois, moi, dans mon bureau. Quand on me consulte pour de l'apnée, c'est parce qu'il y a un trouble myofonctionnel en arrière. Il y en a peut-être que c'est pas le cas, mais j'en ai pas croisé encore. Puis que si on rééduque ça, ben c'est pour ça qu'on a un impact positif sur le trouble obstructif. C'est qu'on s'occupe des facteurs qui prédisposent à ou qui empirent la situation. OK. Fait que toi, ton rôle, quand il y a une personne qui arrive justement avec un problème que ce soit de respiration, au niveau buccal, au niveau nasal, au niveau de la glutition, de tout ce qui se passe dans cette région-là, toi, ce que tu veux faire, c'est analyser les causes, comme tu dis, hein, la fameuse framboise, voir c'est toutes ces choses-là. Puis après ça, c'est quoi les outils que tu as pour améliorer les situations? C'est comment quel genre d'intervention existe? Déjà, là, tu sais, dans mon autre mouché. Ouais, c'est ça. Dans mon Y d'orthophonie, là, on est déjà formé à l'université pour travailler ces muscles-là et ces fonctions-là. C'est juste que moi, j'ai appliqué ce savoir-là, puis j'ai développé autour, là, mais j'ai appliqué ça à une clientèle qu'on ne desservait pas encore en orthophonie, c'est-à-dire ceux qui ont un trouble obstructif. Ouais. Mais à l'hôpital, si tu t'étouffes avec ta nourriture et tu fais des pneumonies à répétition, c'est les mêmes muscles, c'est les mêmes fonctions. Okay. Si tu es dans une clinique d'asthme sévère, c'est les mêmes muscles, c'est les mêmes fonctions. Fait que j'ai juste réalisé que ces fonctions-là, puis ce savoir-là s'appliquait à une clientèle spécifique. Puis là, ben, je l'ai développé pour faire quelque chose qui permet de réduire l'ampleur et la sévérité. OK. Non, je réponds pas à ta question, là, mais pour y arriver, en fait, je rééduque les... Comment je te dirais bien ça? La face, c'est un sport d'équipe. J'aime ça. Je vais te quoter là-dessus. Ouais, hein? Merci. Marie-Emmanuelle Marchand. Fait que la face, c'est un sport d'équipe. Puis là, si toi, tu as toujours les mêmes 3 joueurs qui jouent puis qui se développent, puis tous les autres sont sur le banc, puis leurs muscles s'atrophient, tu sais. En fait, deviennent hypotoniques, mais bref. Ouais. Tu sais, ça fait pas une équipe forte. Fait que ma job, c'est d'être le coach de tous les muscles qui gèrent ces fonctions-là pour qu'ils puissent travailler en synergie. Puis là, ben, les problèmes, ils fondent un peu parce que beaucoup de problèmes peuvent être causés par mal faire ces fonctions-là. Fait que Marie-Emmanuelle, c'est la coach de ta face. Oui, c'est ça. Non, mais j'aime ça parce que c'est figuré puis c'est clair. Ça dit comme, effectivement, je travaille toujours avec les mêmes muscles, puis il y en a, comme tu dis, qui deviennent juste inertes, qui fonctionnent plus bien, puis là, ça crée une problématique. Puis c'est pour ça qu'il y a des experts qui sont formés pour ça, pour aller découvrir finalement c'est quoi les muscles qui fonctionnent moins bien pour après ça être capable de les chercher. Comme un kinésiologue va le faire avec le mouvement. Hey, ton deltoïde intérieur ne fonctionne pas, antérieur ne fonctionne pas, puis là, tu as ton petit pectoral, ben là, je vais aller chercher un exercice spécifique pour essayer d'aller stimuler pour qu'il reprenne sa place pour ton bien-être global. Mais j'aime ça ce que tu dis. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'on n'y pense pas pour la face. Si quand tu marches, là, tu compenses, parce que ton fessier ne travaille pas, fait que là, tu compenses de la hanche, puis là, tu travailles trop fort, puis là, ta bandelette devient super dure, puis le fléchisseur manque de... Tu sais,
là, je dis n'importe quoi, parce que j'essaie de ne pas dire n'importe quoi. Ça ressemble pas mal à ça, souvent, quand même. Ça, hein? Fait que si tu dois faire plein de compensations musculaires parce que tu en as un qui ne fait pas sa job, ben, tu vas aller voir un physio, puis tu vas comprendre que c'est important que lui fasse sa job, puis que tu relaxes les autres, puis que tu apprennes à travailler en équipe. Mais pour une raison que j'ignore, on dirait que j'ai l'air d'une genre hurluberlu quand je dis qu'on peut faire la même chose avec la face. Mais je veux dire, on le fait avec le fessier. Pourquoi je ne pourrais pas le faire avec la face? J'aime ça, j'adore ça. J'aimerais ça, un petit, juste puncher un peu. Ouais. Bon, fait que là, il y a plein de choses qui peuvent. Mais une fois là, qu'il y a une dysfonction respiratoire pour une cause qu'on a vue, qui peuvent être plein de choses, la langue, le palais, le cil, la mastication, puis que la personne se retrouve à respirer par la bouche. Parce qu'il y en a plein, puis en tout cas, il y a même des professionnels de la santé qui disent il n'y a pas de différence entre respirer par la bouche et par le nez. Peux-tu nous énumérer quelques différences qu'il y a lorsqu'on respire par le nez par rapport à respirer par la bouche? Juste pour, s'il vous plaît, allumer, faire sonner une coupe de cloche ici, là. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, puis là, vous pourrez aller vérifier sur mon site parce que moi, j'ai au moins 3 articles là-dessus. Fait qu'il y a des références scientifiques, puis tu sais, en général, j'essaie d'être très bien documenté. Ouais. Alors, lorsqu'on respire par le nez, le bout que tout le monde sait, c'est que l'air est filtré, humidifié, réchauffé. Ouais. Le bout que personne ne sait, c'est que les cornets nasaux médians, ça veut dire un pli dans le nez au milieu, va sécréter de l'oxyde nitrique. Yes. L'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur naturel. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un vasodilatateur, c'est l'équivalent de la pompe bleue pour les asthmatiques. Ah! Le ventre donc, quand je respire par mon nez, l'air que j'envoie dans mes bronches, il est à la bonne température, fait qu'il ne choque pas. Hein? Fait qu'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de constriction. Il est nettoyé, encore une fois, pas d'inflammation, pas de constriction. Puis il est additionné d'un gaz qui fait que mes bronchioles, donc la fin de mon arbre bronchique, s'ouvrent pour permettre un meilleur échange gazeux. Donc, en bout de ligne, le nez, même si le volume d'air inspiré est plus petit que le volume d'air inspiré par la bouche, parce que le trou est plus gros par la bouche, en bout de ligne, j'ai plus d'oxygène. Juste pour ça, me semble, ça vaut la peine. Mais je peux t'en rajouter plusieurs couches. Vas-y, rajoute-moi. Moi, tu sais ce que tu viens de dire, l'oxyde nitrique, puis ce que je dis aux gens, finalement, là, si tu respires par le nez, tu as besoin de moins respirer pour avoir plus d'énergie. Ouais. Là, c'est ce que tu viens de dire, l'oxygénation dans la cellule, dans le sang. Ben, après ça l'influence tout, parce que la capacité de ta cellule, de ton hémoglobine, à être bien oxygénée, puis d'avoir un bon ratio CO2, NO2, oxygène, c'est ça qui fait que tes cellules sont bien nourries, c'est ça qui fait que ton cerveau est bien nourri, c'est ça qui fait que tout ton organe, finalement, est bien nourri. Fait que c'est de là que ça l'influence. Moi, j'arrête pas de dire la respiration, ça l'influence tout. Il n'y a pas rien qui n'est pas influencé, finalement, par ta respiration, parce que ça influence la façon dont ton corps est oxygéné. Il y a une meilleure récupération musculaire chez un athlète qui ventile par le nez qu'un athlète qui ventile par la bouche. On récupère mieux. On a aussi de meilleures performances cardiovasculaires. Respirer par le nez durant la parole permet aux cordes vocales de moins forcer. La voix est mieux projetée. On est fait pour respirer par le nez, donc tout fonctionne mieux quand on le fait. J'ajouterais qu'une personne qui ventile par la bouche va envoyer son air moins loin que dans les bronches. Donc, va l'envoyer au niveau des apex pulmonaires. Les poumons, là, c'est 5 morceaux. À gauche, à cause du cœur, on a 2 morceaux, puis à droite, on a 3 morceaux. Plus on descend dans les morceaux, plus on va vers le bas, plus il y a une activité du diaphragme, plus il y a une activité au niveau des bronchioles. Plus l'air va bas, là où il y a une grande concentration de bronchioles, c'est dans le bas. Un ventilateur buccal envoie de l'air dans le haut de ses poumons, là où il n'y a à peu près pas de bronchioles. Donc, l'échange gazeux est très peu efficace. Donc, la personne doit inspirer plus souvent parce qu'elle est moins capable d'aller chercher l'oxygène dans l'air qu'elle respire. Fait que là, elle inspire plus souvent. Donc, le cycle de respiration par minute augmente, ce qu'on appelle l'hyperventilation chronique. Et ça crée un stress oxydatif.
Ça veut dire, c'est l'inverse du gars qui dit « Je vais mettre de l'huile d'olive extra vierge sur ma salade parce que c'est antioxydant. » Si tu respires par la bouche, tu viens de faire comme tant pis, tu sais, l'autre bord. Fait que stress oxydatif, c'est ça. Ça augmente le vieillissement cellulaire, puis ça augmente les facteurs d'inflammation. Donc, tout ce qui fait mal fait plus mal. Fait que si tu fais de l'arthrite puis tu respires par la bouche, en théorie, c'est pire à cause du stress oxydatif. Puis c'est bien mesuré chez ceux qui font de l'apnée obstructive du sommeil, le stress oxydatif. Fait que c'est pour ça que moi, je connais ça. J'en ai-tu une autre couche à rajouter? Probablement. C'est le développement de l'enfant. Ouais. Mais là, parce qu'il ne faut pas prendre la ventilation buccale isolée. Parce que là, il y a des études, tu sais, si je te parle, mettons, de la récupération musculaire chez les sportifs, bien là, ils vont prendre soit un groupe de sportifs, ils vont les forcer à respirer par le nez, puis un groupe de sportifs vont les forcer à respirer par la bouche. Ou il y a des études qui vont prendre le même sportif, mais un jour, il fait une série de tâches en respirant par le nez, puis le lendemain, il bouche le nez, puis il fait la même série de tâches, puis il va comparer sa performance. Fait que là, on peut voir l'impact dans de telles études de la ventilation buccale sur certains mécanismes physiologiques. Mais la plupart des études que moi, je lis, c'est dans le cas où la personne fait de l'apnée obstructive du sommeil, que ce soit un enfant ou un adulte, ben, il y a ventilation buccale chronique de jour et de nuit. Puis là, ben, c'est l'apnée obstructive du sommeil qui est étudiée comme ayant des conséquences délétères sur la santé. Fait que je veux pas donner aux gens la fausse impression que respirer par la bouche 5 minutes, vous allez mourir tout le monde. Là, c'est pas du tout le cas. Faut vraiment s'appuyer sur les bonnes études et comprendre les études. Ouais. Mais oui, si on prend l'apnée obstructive du sommeil, il y a plus de troubles d'apprentissage, il y a plus de TDAH, il y a plus de... C'est plus difficile pour les gens, les enfants, je vais être précise, les enfants qui ont apnée obstructive du sommeil, de déterminer les signaux sociaux, donc interpréter si l'autre il est fâché après moi ou il est juste vexé, ou tu sais là, je suis censée répondre de quoi moi là? Juste ça. C'est plus difficile. J'ai aussi lu une étude sur les fonctions exécutives, donc s'organiser dans le temps, organiser une tâche, la résolution de problèmes. En fait, ce qui est le plus atteint chez ceux qui ont l'apnée obstructive du sommeil, c'est les fonctions qui sont frontales, préfrontales, puis au niveau du lobe temporal, qui est le siège des apprentissages et de la mémoire. Bref, c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser traîner une respiration défaillante chez vos enfants. Je précise, apnée obstructive du sommeil, juste la ventilation buccale. J'ai pas lu d'études qui reliaient juste la ventilation buccale à de telles conséquences neurologiques, neurodéveloppementales. Vraiment, apnée obstructive pédiatrique. Good. Merci de préciser tout ça. Faut que je sois prudente. Oui, ben là, c'est parfait. C'est pour ça que l'expertise, c'est important, effectivement, de bien des choses qui sont démontrées, hein, des choses qu'on connaît, qu'on pense, mais ça, c'est des choses qui sont démontrées. Fait que ça garde le professionnalisme dans ça. Merci de mettre ça en lumière. J'aimerais ça revenir un petit peu, fait que là, parfait, OK, j'espère qu'on a allumé assez de cloches aux gens. Puis, tu sais, comme pour les adultes, c'est comme moi, j'avais des allergies saisonnières, puis bon, j'étais un respirateur, puis moi, j'avais pas de problème au niveau, j'ai une belle grande mâchoire avec toutes mes molaires qui sont toutes là dans ma bouche. Là. Fait que tu sais, je suis chanceux, j'avais de la place dans ma bouche. Fait que j'avais pas de grandes problématiques au niveau respiratoire, mais je respirais par la bouche quand même. Fait que ce que j'avais tout le temps le nez bouché, hein, parce que plus tu respires par la bouche, comme tu l'as dit, plus le nez bouché. Puis à un moment donné, ça a juste été de prendre conscience de ça. Puis moi, il y avait aussi l'alimentation qui jouait là-dessus, sur le fait que j'avais toujours le nez qui était plus je sécrétais plus de muqueuse. Puis quand j'ai pris conscience, finalement, juste de prendre conscience que un peu, il faut que je me mette à respirer par le nez. Puis au début, c'était pas facile parce que je respirais toujours par la bouche. Fait que c'était bouché, mais juste à le travailler de façon progressive, ça a pris à peu près 4 mois, mais sans rien forcer, sans outils externes, juste le matin, le midi, le soir, de le faire, puis d'essayer de m'endormir. C'est drôle, au début, je me rappelle encore quand je le faisais, je me couchais sur le dos, là, je respirais par le nez. Je savais que pour m'endormir, il fallait que ça fasse. Puis à un moment donné, pouf, j'ai réussi à m'endormir la bouche fermée. Puis depuis ce temps-là, ma vie a été transformée. Là. Oui, les allergies ont été diminuées d'un certain pourcentage, mais c'est toute la. Je te dirais, moi la plus. Ça, c'est une expérience personnelle que je parle. Là. Je ne suis pas en train de dire que ça va résoudre tous les problèmes de santé, mais ça m'a apporté une clarté mentale que j'avais pas nécessairement avant, d'être capable de me rendre compte que je respire la majorité du temps maintenant par le nez.
puis je suis capable de dormir la nuit. Puis je me suis rendu compte que, au lieu d'avoir besoin de 8h30, 9h de sommeil, un 7h30, 8h, finalement, ça faisait la job en masse. Tu sais. Le sommeil était plus réparateur. Fait que, tu sais, ça, c'est encore une fois, ça, c'est moi quand j'avais 28, 29 ans, puis juste par volontairement créer une respiration nasale, ça a eu un paquet de trucs bénéfiques. Bon, déjà, j'ai pas dit que plus on respire par la bouche, plus on est le nez bouché. Je dirais pas ça. Mais je dirais je dirais que si dans ta séquence développementale, quand ton corps est encore en croissance, tu as une respiration buccale, ta langue est à terre, ton palais demeure étroit, tes fosses nasales vont être étroites, donc l'obstruction nasale est plus probable, fréquente à venir. OK. Mais chez une personne qui est adulte, est-ce que le fait d'ouvrir la bouche fait en sorte que le nez bouge plus? Je suis pas assez certaine, je l'ai pas lu quelque part, fait que j'irai pas jusque-là. Puis ce que tu décris, je pense, et que tu décris bien, c'est un phénomène qui s'appelle l'hyperplasie des cornets nasaux. Je t'explique? Oui. C'est que le corps a horreur du vide. Donc, si tu te sers pas de quelque chose, plus besoin. Ouais. Si tu te sers pas de ton nez, le corps, il va se dire, tabarouette, c'est un danger pour ma santé. Ça, cette affaire-là, il y a 2 trous qui vont presque jusqu'à mon cerveau. Fait que la paroi à l'intérieur du nez va se mettre à s'épaissir. Donc, les pailles par lesquelles tu respires deviennent comme des petites pailles à café, là, tu sais, là. Puis là, faut que tu tires sur ton air, là. Fait que ça, c'est l'hyperplasie des cornets nasaux. Fait que si l'hyperplasie, c'est une question seulement d'habitude, comme ça a l'air d'être le cas dans ce que tu décris, effectivement, au bout de quelques mois, si tu arrives à insister un peu et à tolérer un peu le débit, le débit va s'augmenter, tu sais. Donc ça, c'est ce que tu décris. Mm-hmm. Mais chez une très forte proportion des apnées obstructives du sommeil, des apnées obstructives du sommeil, il y a une rhinite allergique. Donc eux, l'hyperplasie, elle est inflammatoire. Fait qu'ils auront beau avoir toute la motivation du monde, tu sais, il y a des choses qui doivent être mises en place pour diminuer le facteur inflammatoire pour que ce soit possible pour eux de se dire « OK, non, je vais essayer. » J'aime ça. On revient à la fameuse inflammation qui est liée à tout problématique de santé, mais même à ce niveau-là, ça a une influence aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle, que j'aime ça, même si on est dans un domaine, on se rend compte que l'intégration de plusieurs facettes, d'où là la santé intégrative, c'est-à-dire je vais prendre l'ensemble des problématiques, comme ta framboise, tu sais, ta framboise, c'est de la santé intégrative de la face. C'est comme ça. Puis arrêter de juste regarder une chose pour essayer de régler le problème, c'est d'essayer toujours d'aller chercher l'ensemble de la chose. J'aime beaucoup ça. J'aimerais juste ça terminer sur, au début, tu nous as parlé là, des enfants, l'apnée était causée par X raison, puis tu disais que, en vieillissant, même chez l'homme et la femme, il y avait des différences, et chez la personne âgée. Apporte-nous un petit peu vers la personne âgée, parce qu'on dirait que ça, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais mon Dieu, qu'on dirait que le pourcentage est donc bien élevé de gens qui ont un CPAP, puis à ce moment-là, comme c'est un outil, je pense, quand on a besoin, go, allons-y, là, parce que sinon, la personne, elle arrête de respirer un petit peu trop souvent, c'est pas très bon pour le cerveau. OK. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ronflent. Ouais. Une des raisons, c'est la présence des hormones féminines. Donc, la progestérone et l'estrogène, ce sont des hormones féminines qui agissent comme des toniques au niveau des muscles des voies aériennes supérieures. Donc, le larynx, qui est la paille par laquelle on respire, va moins s'effondrer sur elle-même si les muscles autour baignent dans la progestérone et dans l'estrogène. Wow, c'est intéressant ça. Mais toutes les femmes âgées, dans les personnes âgées, plus de 65 ans, sont ménopausées. Fait qu'elles n'ont plus ce facteur de protection-là. Donc, tout ce qu'elles ont accumulé comme hypotonicité, parce qu'elles mastiquent pas mieux que l'homme, là, c'est... Tu sais, mettons, là. Fait que tout ce qu'elles ont accumulé va finalement s'exprimer une fois la ménopause ou le traitement hormonal terminé. Ce qui fait la différence avant ça chez l'homme et la femme. Oui, c'est ça, entre autres. Une autre chose qui est particulière aux personnes âgées, c'est que dans leur époque, lorsqu'il y avait une carie, souvent on arrachait la dent. Ouais. Donc, ils ont en quantité moins de dents ou alors en qualité moins de contact.
c'est moins habile. Il y a plus de, on a enlevé celle-là, on a corrigé celle-là, on l'a mal corrigé, on a mis un partiel, là, j'ai mis un pont là-dessus, un autre partiel en haut, j'ai fait changer ce partiel-là. Mes personnes âgées, c'est ça qu'ils me disent. Puis là, je suis obligée de prendre des grosses notes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur bouche avant d'aller voir, Fait que, il est démontré que rien n'est comme les dents naturelles. Donc, même si ton dentier t'a coûté 50 000, puis tu as vu le meilleur spécialiste, puis tu es super fier de tes dents, puis c'est super, puis je suis contente pour toi, ce sera jamais comme tes dents naturelles. C'est ça. C'est bien dit. La mastication est tributaire de la qualité des contacts entre les dents d'en haut et les dents d'en bas. L'intercuspidation, donc comment on ferme les dents d'en haut avec les dents d'en bas, puis l'occlusion. La particularité chez les personnes âgées, c'est que la mastication est très atteinte. Puis quand elle est très atteinte, bien, souvent, les muscles suprayoïdiens sont plus faibles. Ça fait descendre l'océide dans le larynx, puis ça augmente la prévalence d'étouffement, donc les fausses routes. Quand on boit de l'eau, puis ça prend le mauvais trou, ça augmente la prévalence de l'apnée obstructive du sommeil. Ceux qui font de l'apnée obstructive ont l'océide plus bas, puis en rotation. Fait que faut que nos personnes âgées continuent à mâcher eux autres aussi. Oui, puis il y a plein d'études qui démontrent que le déclin cognitif s'accélère plus la personne mange mou. Ouh! J'aime ça! Wow! Ouais. J'aime ça. Les mêmes études ont été faites chez les enfants. On a fait ces études-là chez les personnes âgées qui, par exemple, doivent manger mou pour une raison médicale. Puis on fait des tests cognitifs avant puis des tests cognitifs après l'alimentation molle. Puis le déclin cognitif est vraiment marqué. Puis chez les enfants, la résolution de problèmes aussi, il y a des fonctions cognitives qui vont être moins optimales, disons, si l'alimentation est molle pour une raison X, Y, Z. Là. Fait que la mastication est nécessaire pour les fonctions cognitives optimales. Wow! Ben, écoute, j'adore ça. Avant de se laisser, on dirait qu'on pourrait parler de plein de choses pendant longtemps, mais j'aime ça poser des petites questions un petit peu différentes en rafale, ouais. Puis un petit peu plus différentes. Bon, là, de ce qu'on a compris, tu restes à Québec encore, c'est ça? Non, je suis à Trois-Rivières. C'est à Trois-Rivières. OK, bon, c'est à Trois-Rivières. Fait que quand tu as fini ton bac, tu es à Trois-Rivières. Outre à Trois-Rivières, au Québec, c'est quoi ton endroit préféré? Oh, bonne question. Au Québec, mon endroit préféré. Taboy. Je sais pas, j'écoute. Je Gaspé. Ah, c'est un bon classique, ça, Gaspé. Ouais, je suis zéro originale, mais j'y ai passé mes étés quand j'étais jeune. J'avais de la famille là-bas. On dirait que j'arrive là, puis je me sens chez nous, mais tu sais, ça n'a jamais été chez nous, mais je sais pas, c'est mon monde. J'aime ça. Fait que pour ceux qui n'ont pas encore été, moi j'ai été l'été passé. Pour ceux qui n'ont pas encore été, ben une raison de plus pour y aller. Dans le monde? J'ai passé un bon moment, plusieurs mois. J'ai backpacké quand j'étais dans la vingtaine, puis j'ai passé plusieurs mois en Espagne. Puis il y a une ville universitaire là-bas. C'est quoi donc? Le nom m'échappe, là, mais c'est une plus petite ville. C'est zéro Barcelona, là. Faut pas penser à ça, là. C'est pas ça. Mais c'est une plus petite ville, puis j'aimais la vibe, puis je me suis dit, c'est quoi? Il me semble que j'en reviendrais, mais pas en Espagne. J'en reviendrais dans cette ville-là seulement, tu sais. OK. Un endroit spécifique là-dessus. Si tu avais une règle à instaurer dans les écoles, ça serait quoi? Oh, mon Dieu. J'aimerais ça pouvoir enseigner, genre, comme matière obligatoire, là, aux enfants comment respirer. Wow, ça serait tellement bénéfique pour tout le monde sur cette terre. Ouais, comment respirer, puis c'est ça, favoriser leur apprentissage, puis le développement crânio-facial, puis leur posture, puis l'oxygénation de leur cerveau, mais favoriser, genre, le calme aussi, parce que quand la respiration est profonde, il y a une vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins, fait que la pression artérielle est plus basse, fait qu'on est plus calme. Moi, j'enseignerais aux enfants à respirer. Puis je serais capable de faire un cursus de 96 heures là-dessus.
Bon, donc, attention, gouvernement, on s'en vient avec un cursus pour apprendre à respirer. Mais Puis on même va si mixer de la pleine conscience puis du yoga. Non, effectivement, c'est vers là qu'il faut aller parce que l'éducation, c'est la base d'un paquet d'affaires. Fait que si les jeunes se font dire que c'est important la respiration sur leur bien-être, ben, ils vont le dire à leurs parents. Hey, ben là, il faut faire attention, est-ce qu'on faut mastiquer nos aliments? Fait que là, mets-moi des fruits durs au lieu de me mettre une compote, tu sais. Ça vient des enfants. Fait que, écoute, c'est une très belle, je pense que ça serait une très belle évolution dans notre système qui permettrait un bien-être global. Fait que, écoute, pour les gens qui veulent te rejoindre, Marie-Emmanuelle, comment on fait? Ben, allez visiter mon site, là, monorthophoniste.com. Puis, je publie beaucoup sur ces sujets-là, donc vous pouvez aller voir dans l'onglet blog pour lire là-dessus. Vous avez l'option de vous inscrire à mon infolette pour être au courant de ce que je publie et de ce qui arrive. Ça ressemble à ça. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont des professionnels de la santé, j'ai un onglet boutique où je donne de la formation, il y a des conférences, il y a des guides de pratique, il y a des guides de dépistage. J'essaye de transmettre autant que possible pour que je sois... qu'on déduplique, là. Qu'il y ait plusieurs orthophonistes qui fassent une intervention qui est plus précoce. Donc, j'essaie de transmettre puis de multiplier. Alors, l'onglet boutique, c'est le bon endroit. Good, fait que vous allez trouver ça dans les liens sur le podcast. Tout va être là. Donc, allez voir dans les liens. Toutes ces informations vont être là. Marie-Emmanuelle, j'ai très hâte de t'écouter au Congrès de la santé intégrative, de pouvoir se voir en vrai également, de vivre cet événement-là. Merci pour cette belle heure et 10 là, qu'on vient de passer ensemble. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont ressorti plein de choses. D'ailleurs, si vous avez aimé la conversation, allez voir, allez aimer, suivez Marie-Emmanuelle sur son site Internet, ses réseaux sociaux. On vous invite à partager, évidemment, notre mission, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Merci. T'enregistres encore, mais tu vas couper au montage. Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas arrêter. C'est pas grave. Good! Ah, merci!